est-ce que le nucléaire est une énergie d'avenir? Quel est l'intérêt de la Russie de préfinancer des projets en Égypte ou en Turquie ou au Bangladesh? Tu es en train de nous dire qu'en France, on veut lancer des EPR 2, mais on n'a pas les plans? Reporter, le média de l'écologie. Il y a plein de domaines où l'époque ne veut pas voir la réalité. Un de ces domaines, c'est celui de l'énergie, et particulièrement de l'énergie nucléaire. Pour clarifier ce terrain où les idées fausses pullulent, Reporter discute aujourd'hui avec un expert indépendant. Il travaille depuis plus de 40 ans dans l'énergie, et dans l'énergie nucléaire en particulier, et il édite chaque année, il anime depuis 2007 un rapport de référence, le rapport mondial sur l'état de l'industrie nucléaire dans le monde. Cet homme, c'est Michael Schneider. Bonjour Michael. Bonjour. Alors, on se connaît depuis quelques temps quand même, donc on va se tutoyer. Quelques décennies. Je sais pas, mais oui, c'est pas impossible, mais quelques décennies. La première question que je te poserai, est-ce que le nucléaire est une énergie d'avenir? Alors, une énergie d'avenir se mesure comment? La première chose qui vient en tête, c'est quelque chose qui se renouvelle beaucoup. Et quand on regarde ça comme indicateur, et c'est bien ça ce qu'on fait, on suit des indicateurs sur le plan mondial, on se rend compte que les parcs nucléaires dans quasiment tous les pays vieillissent rapidement, et ils ont vieilli depuis très longtemps. Le parc nucléaire français vieillit depuis le milieu des années 80. Quand on regarde ça année par année, c'est comme une ligne droite. C'est-à-dire la moyenne d'âge du parc augmente. Quand on regarde les États-Unis, qui sont toujours le plus grand parc nucléaire, c'est une ligne droite depuis le milieu des années 70. Donc, de ce point de vue-là, il y a un manque de renouvellement, et quelle que soit l'espèce, s'il n'y a pas de renouvellement, l'espèce meurt. Donc aujourd'hui, on a un manque de renouvellement des parcs nucléaires dans le monde. L'âge moyen des réacteurs nucléaires, ça serait quoi à peu près? Sur le plan mondial, c'est 32 ans à peu près. Et comme j'ai dit, il y a des exceptions. Et il y a vraiment, on y reviendra peut-être, le cas de la Chine qui domine totalement les statistiques, et au point qu'il faut toujours regarder la Chine et le reste du monde. Parce que c'est vraiment un parc qui est jeune, qui est autour de 11-12 ans aujourd'hui, et il continue à construire. Donc il y a un renouvellement permanent qui aujourd'hui est de fait en Chine, mais c'est pas du tout le cas pour le reste du monde. Et le reste du monde, c'est quand même les 4/5 du nombre de réacteurs. Je crois qu'il y a à peu près 450 réacteurs dans le monde. Il y a un peu plus de 400 réacteurs en fonctionnement dans le monde. C'est aujourd'hui la Chine qui a, en termes de nombre de réacteurs, est à peu près à la même taille que la France. 55-56 réacteurs. Ce qui est intéressant, c'est que en termes de capacité installée, la France a toujours un peu plus de capacité installée, mais la Chine produit déjà plus de kilowattheures Par le nucléaire. Par le nucléaire que la France. Alors, on parle beaucoup du nucléaire, surtout dans un pays comme la France, qui est un petit peu obsédé par ça, on va y revenir, mais l'électricité nucléaire, en termes d'approvisionnement mondial de l'électricité, c'est une part minoritaire. Tu vas nous donner le chiffre. Oui, ça atteint un pic il y a 30 ans, en 1996, à environ 17,5% du mix électrique commercial, c'est-à-dire tout ce qui passe par le compteur. Il y en a beaucoup aussi qui ne passent pas par le compteur, ça c'est un autre sujet, mais ce n'est pas inintéressant. Et puis, pour l'année 2024, c'est de l'ordre de 9%. Pour 2025, on n'a pas encore le chiffre. C'est-à-dire qu'il y a une part très importante de la part relative, une baisse importante de la part relative du nucléaire dans l'électricité mondiale. Exactement. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que le seul pays qui construit, c'est la Chine.
Et même en Chine, la part du nucléaire baisse parce que la Chine investit tellement plus dans les énergies renouvelables et en particulier dans le solaire. Pour donner les ordres de grandeur, c'est vraiment stupéfiant. En 2025, les premiers chiffres, on les a pour les démarrages de réacteurs. Il y avait seulement 2 réacteurs qui ont démarré en Chine, donc disons 2,5 gigawatts, 2500 mégawatts. La même année, la Chine a connecté au réseau plus de 300 gigawatts de solaire tout seul. D'accord. C'est-à-dire, si la France a un peu moins de 30 gigawatts aujourd'hui de solaire, donc la Chine a connecté au réseau en une seule année 10 fois ce que la France a mis 50 ans à construire comme photovoltaïque qui est connecté au réseau. Donc, même en Chine, depuis 3 ans, la part du nucléaire baisse et est actuellement autour de 4,5%. Donc, a priori, ça semble pas une industrie d'avenir, c'est plutôt une industrie en déclin qui cherche à résister à son évacuation, à sa fin, ou comment tu expliquerais le comportement de l'industrie nucléaire aujourd'hui? Oui, alors, ce qui pour moi personnellement, ce qui est le plus frappant, c'est qu'on fait tous les ans un bilan de plusieurs centaines de pages avec, grosso modo, le même résultat. C'est-à-dire, il se passe rien en dehors de la Chine et, pas à sous-estimer, la Russie, ça se résume comme ça, la Chine construit chez elle et la Russie construit à l'étranger. Sur les 51 réacteurs qui ont été mis en construction depuis 6 ans, c'est-à-dire depuis la France a commencé à construire les réacteurs de Hinkley Point C en Angleterre. Sur ces 51 réacteurs, la Chine a mis en construction 36. Un réacteur a été mis en construction par la Chine au Pakistan. Les 14 autres sont l'industrie russe dans différents pays, comme l'Égypte ou le Bangladesh ou la Turquie. Donc, grosso modo, il n'y a rien eu par ailleurs. Il n'y a que 2 pays. Aucune mise en construction de réacteurs à l'intérieur de ces 2 acteurs, disons comme ça, l'industrie chinoise et l'industrie russe. Donc, ça ne donne quand même pas l'image d'une espèce de... on parle toujours du terme renaissance, mais moi, nous, on ne le voit pas dans les statistiques concrètes. Oui, il y a beaucoup de rhétorique. Oui, il y a beaucoup de politiques qui passent même des lois pour accélérer, dit-on. Mais en fait, sur le plan pratique, sur le terrain, on voit rien. Et même en France, est-ce que tu diras pas que la France a une politique un peu différente et qu'il y a un phénomène qui se produit en France? Non, je pense que la France, concrètement, la France a mis le dernier réacteur en construction en 2007. Ce réacteur devait être couplé au réseau en 2012. En réalité, il a été couplé au réseau en 2024. Le fameux Flamanville, le EPR de Flamanville. Et en même temps, les coûts ont augmenté de 3,3 milliards à près de 24 milliards, à en croire la Cour des comptes. Ça, c'est la dernière expérience française de construction. Maintenant, il y a un phénomène qui est assez curieux, c'est que les politiques disent il faut accélérer, et on imagine que l'industrie, oui, on va accélérer. Les politiques disent il faut produire plus de kilowattheures nucléaires, donc le EDF va produire plus de kilowattheures nucléaires. Non, ça se passe pas comme ça, et c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus complexe. Et on sait aujourd'hui que même si un nouveau réacteur allait être mis en construction dans les années qui viennent, comme c'est prévu à Penly, ça ne changera rien pendant les 15 prochaines années, puisque même officiellement maintenant, on dit 2038 au plus tôt, et soyons clairs,
ça n'a jamais existé. On a depuis des décennies, on ne fait plus ce qu'on dit en termes de réalisation par rapport à la planification. Même les Chinois? Même les Chinois ont des retards. La moyenne des Chinois est nettement meilleure que les autres pays. C'est un peu plus de 6 ans par projet, par construction. La France avait prévu 5 ans pour le PR de Flamanville. Mais c'est vraiment un cas à part. C'est une industrie où on fait un peu ce qu'on a fait en France dans les années 80, la première moitié au moins. C'est-à-dire, on a eu des équipes extrêmement bien formées, rodées, qui passaient d'un site à l'autre. Et on a construit en série. Les Chinois ont fait un peu ce schéma-là. C'est-à-dire, ils ont créé un réacteur sinisé, si on veut, ou 2, mais le projet, c'est vraiment de les construire en grande série. Donc, en France, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de déclarations et beaucoup de revendications politiques que sur le plan industriel, ça suit. Ben là, on dit on va construire 6 EPR, voire 14, à partir d'ici 2040 ou 2038 pour le premier d'entre eux. Il y aura un effet de série. On investit énormément pour remobiliser des ingénieurs, embaucher des ingénieurs. On réorganise EDF et la construction. Donc peut-être que ça va marcher. Peut-être. Nous, on prédit pas l'avenir. C'est ce qu'il n'y ait pas de malentendu. On n'est pas dans la boule de cristal. C'est pas notre métier. Ça, c'est d'autres gens qui s'occupent de ça. Par contre, ce qu'on connaît très très bien, c'est le passé et l'état actuel des choses. Et qu'est-ce que ça nous dit? Les premiers EPR ont été démarrés en Chine, à Taishan, sur un site de Taishan. C'est un projet auquel EDF était associé. Le deuxième projet était pour la mise en service était en Finlande, construit par Areva, pas EDF, comme maître d'ouvrage. D'ailleurs, il y a eu une concurrence assez bizarre entre les deux entreprises. Et puis, le troisième projet était Flamanville et le quatrième est Hinkley-Point C. Où est la courbe d'apprentissage? En fait, le deuxième projet est plus cher et a mis plus longtemps que le premier. Le troisième a mis plus longtemps et est plus cher que les 2 premiers. Et Hinkley-Point C est très, très bien parti pour battre tous les records de coûts et de durée de construction. Encore plus que celui de Flamanville. On ne le sait pas encore puisqu'il n'est pas en service. Donc, c'est tout à fait possible, y compris sur le plan financier. Là, ça, c'est déjà en train de se vérifier. Et pour la durée, moi, je ne sais pas. On verra. Mais on a l'expérience. Donc, si on n'a pas su faire un effet de série avec l'EPR, on voit difficilement, j'interprète tes propos, j'essaie de bien les comprendre, on voit difficilement comment les EPR2 pourraient soudainement marcher selon un rythme de réalisation parfaitement cadencé. Exactement, sans vouloir affirmer quelque chose d'absolu, puisqu'on ne sait pas. Mais l'expérience ne montre pas d'apprentissage. Et il faut aussi rappeler que le soi-disant EPR2 nous a appris qu'on avait un EPR1. On ne le savait pas jusque-là. Mais l'EPR2 n'existe pas. C'est-à-dire, il n'existe même pas sur le papier. Il faut être toujours clair là-dessus. C'est des procédures de développement et d'industrialisation qui sont extrêmement longues. Et si on regarde comment ça s'est passé avec l'EPR1, le développement de l'EPR1 a commencé après Tchernobyl. C'était une réponse de l'industrie nucléaire pour dire, voilà, maintenant, il faut faire des réacteurs plus sûrs, il faut avoir un certain nombre de dispositifs supplémentaires, etc., etc. Et puis, quand on regarde où on est aujourd'hui dans le développement, si on le compare avec l'EPR2, c'est un design qui n'est même pas certifié.
Donc, certifié, ça veut dire ça veut dire que c'est autorisé par les autorités de sûreté pour être construit. Et pour l'instant, il n'y a pas cette autorisation. Non, il n'y a pas cette autorisation. Et il y a chaque pays qui a des procédures de certification différentes. Mais pour l'instant, on ne sait pas. C'est d'ailleurs d'autant plus compliqué de chiffrer, puisqu'on ne sait pas exactement quel sera le design. Et en même temps, on a commencé les bulldozers ont été envoyés sur le site de Penly. Quand on lit ce qu'on appelle le rapport Folz, d'après son auteur, qui a audité le projet EPR pour la direction d'EDF. Et qui date de 2022 à peu près. Oui, peut-être un peu avant. Il y a quelques années. Voilà. Il y a quelques années, mais qui était capital pour comprendre ce qui s'était passé et qui est un rapport assez brutal, hein, si j'ose dire, assez clair. Et un des phénomènes qui ont été identifiés comme raison du dérapage total des coûts et des durées de construction était qu'on a commencé avant d'avoir fini le design. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Ça me paraît exactement la même chose. C'est-à-dire, on est parti sur la même problématique, et au moins sur ce point précis. C'est-à-dire, on commence à faire des travaux sans avoir fini le design de la machine. C'est irresponsable, non ? Écoutez, c'est pas à moi de juger de ça. Aussitôt qu'il s'agit de fonds publics, je trouve qu'il doit y avoir une responsabilité des gens qui engagent des fonds publics où il faut montrer une certaine prudence dans la dépense. Et quand on voit que le deuxième projet, comme je l'ai défini tout à l'heure, le projet finlandais, le directeur finlandais du projet, après 2 ans de construction, il a dit « On ne peut pas construire. Nous avons à peu près la moitié des plans du réacteur. On ne peut pas construire un réacteur nucléaire sans plan. Au moins pas en Finlande, ce qu'il a rajouté. » Et ça, c'était le deuxième exemple où on a vu que ça faisait partie des problèmes, que justement, il fallait ajuster tout le temps. Et EDF a justifié les problèmes de Hinkley Point avec le même argument. Donc, où est-ce qu'il y a l'apprentissage ? Je veux bien comprendre. Parce que même moi, je connais le nucléaire depuis pas mal de temps, mais c'est parfois tellement compliqué que je te demande de bien m'expliquer. Tu es en train de nous dire qu'en France, on veut lancer des EPR 2, mais on n'a pas les plans de ces réacteurs. Les plans finaux, précis, qui vont pouvoir être donnés aux ingénieurs, aux bâtisseurs, pour bâtir précisément ce réacteur. Exactement. C'est ça que tu nous dis. Exactement. C'est-à-dire c'est comme si Renault lançait une chaîne de production d'une automobile sans avoir le plan précis, l'automobile, avec le moteur, on va le mettre là, on va mettre telle puissance, on va prendre... Oui, non, mais il y a beaucoup d'éléments qui ont été développés et qui sont sans doute arrivés à une définition. Par exemple, la taille de certaines machines, on peut donner une certaine marge et on peut construire un bâtiment. Par contre, quelles sont les perforations, quels sont les détails de l'arrangement du bâtiment, ça devient extrêmement compliqué, puisqu'on a peut-être passé dans un nouveau design une perforation pour une tuyauterie complètement ailleurs, parce on s'est rendu compte qu'on peut la faire plus court si on prend un autre chemin. Donc oui, j'ai dit exactement ça, c'est-à-dire aujourd'hui, on parle de coûts, on parle de préparation de sites sans avoir les plans finaux de ce qu'on appelle l'EPR2. Reporter, le média de l'écologie. Michael Schneider, là on parle en ce moment du programme nucléaire français, des EPR2, en s'appuyant sur les connaissances que toi et tous les experts que tu as réunis dans le monde, vous avez fait sur le passé et l'historique des réacteurs nucléaires. Une question aussi qui se pose, on a parlé du calendrier et de la réalisation possible de
nouveaux réacteurs. Un élément important, c'est celui du coût. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a quelques années, les 6 EPR2 étaient annoncés à, je crois, 52 milliards d'euros pour leur réalisation, et que maintenant, on est, selon les données les plus officielles, entre 80 et 100 milliards d'euros. Qu'est-ce que signifie pour toi ce dépassement d'évaluation? Et même si j'ai bien compris que tu ne veux pas parler de l'avenir, est-ce que cette augmentation est le signe que ça va peut-être continuer ou que là, on atteint un plafond de dépenses? Ah non, on n'a certainement pas atteint un plafond, au moins d'après l'expérience qu'on peut avoir sur des programmes, pas seulement en France avec l'EPR, mais aussi ailleurs. Donc on observe une augmentation, surtout une augmentation des estimations de coûts, surtout après le début de construction. C'est-à-dire c'est là où on commence ça devient concret. Donc on voit l'argent qui file à travers les mains. Et ça me permet un commentaire un peu entre parenthèses, mais il y a un rapport de la Cour des comptes sur l'EPR qui m'a beaucoup étonné. Parce qu'en fait, la Cour des comptes a épluché la totalité des procès-verbaux, des réunions du conseil d'administration d'EDF pour voir comment ça a évolué. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait jamais eu d'intervention du représentant de l'État par rapport au dérapage des coûts. Donc, cette idée qu'il suffit de mettre suffisamment d'argent, suffisamment de soutien pour une filière industrielle, pour que tout marche comme sur des rails, il n'y a aucune indication que ça puisse marcher comme ça, puisque dans le passé et jusqu'à maintenant, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire, il y a un manque de compétences, il y a un manque d'organisation, il y a un manque de tout ce qu'il faut, en fait, pour gérer des chantiers de cet ordre de grandeur c'est gigantesque. C'est plusieurs milliers de personnes. Donc, c'est pas qu'on n'ait pas donné d'argent. Ce n'est pas qu'on n'ait pas donné le soutien. EDF voulait plus d'argent, on a donné plus d'argent. Justifié? Pas justifié? Non, ça va, vous voulez plus d'argent, vous avez besoin de plus, on fait une augmentation de capital, ou on fait ceci, ou on fait cela pour que ça soit possible. Donc, c'est ce mythe que tout ça, en anglais on dit red tape. C'est-à-dire red tape, ça veut dire? Ça veut dire la bureaucratie. Hein, c'est comme la logique de la loi en France, de l'accélération. C'est comme si on passe une loi et ça va plus vite. Ben non, c'est un problème industriel et ça se décrète pas. On peut pas décréter à EDF de produire plus d'électricité nucléaire, c'est absurde. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de quasi-manipulation? C'est-à-dire, on annonce qu'on va lancer des réacteurs nucléaires et on dit ça va pas coûter si cher que ça va coûter 50 milliards d'euros. Et puis on le lance, on commence à couler du béton, on dit on passe une loi, et tout le système se met en branle. Et là, peu à peu, de semestre en semestre quasiment, les coûts et les estimations augmentent. Mais comme on a déjà engagé les travaux, on se dit on peut plus revenir en arrière, même si ça va nous coûter la peau des fesses. Est-ce que ce type de manipulation, je vois pas d'autre mot, te paraît décrire la réalité? Encore une fois, c'est à toi de faire ces qualifications, c'est pas à moi. Moi, je suis analyste et je constate qu'il y a un vrai problème de gestion des fonds publics et le processus entre les analyses économiques et industrielles dont on dispose à un certain moment donné, quand les décisions politiques sont prises et la réalité telle qu'elle se développe. Ça, c'est évident. Parce que quand on regarde pour l'EPR 1 de Flamanville, la décision avait été prise autour de 2000, relativement tôt, sous la présidence de Rosselli à l'époque. Président d'EDF. Président d'EDF. Mathieu Rosselli. Qui disait il nous faut cet engin, d'ailleurs pas pour faire de l'électricité, mais pour ne pas perdre la compétence. C'est-à-dire, il était très conscient du fait que la France était en train de tout perdre, en fait, en termes de compétences des équipes, parce qu'elle ne construisait pas.
si c'est le meilleur moyen de faire un réacteur de cette taille-là pour maintenir les compétences, ça c'est une autre discussion. Mais c'était l'objectif. Et puis, quand on a commencé, quand la décision a été prise, le chiffrage a été de l'ordre de 2,5 milliards. Et on est arrivé à un chiffre, frais financiers inclus, tout inclus, à peu près 10 fois plus. Ça, c'est un constat. Si on regarde comment on est arrivé là, moi, je pense qu'on est bien parti pour refaire la même chose, peut-être avec une différence majeure. C'est qu'entre-temps, on a vécu une révolution énergétique qui est en cours. Et on peut bien se poser la question, qu'est-ce que EDF va vendre dans un marché européen de l'électricité qui, pour donner un ordre de grandeur, qui aujourd'hui est de l'ordre de 300 gigawatts, 300 000 mégawatts de solaire, avec une prévision à 2030. Là, on a peut-être fait le premier béton d'un premier réacteur. 2030, 800 gigawatts. 800 gigawatts. Tu penses que tout le monde va tourner les pouces en attendant que les Français aient construit un réacteur, 2? D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ne seront jamais construits. Puisque le monde change aujourd'hui, il ne change pas dans 5 ans, pas dans 10 ans. Pendant que la France est là et s'obstine avec le nucléaire, il y a tous les autres qui avancent à toute vitesse. Exactement. Et qui développent notamment le solaire. Exactement. Et La France est en train de passer à côté de la révolution énergétique. Exactement. Et puis, on peut dire plus largement, l'Europe est très en retard par rapport à la Chine, mais même par rapport à certains États aux États-Unis. C'est fascinant ce qui se passe au Texas, qui n'est pas connu pour être d'extrême gauche, où il se met en place vraiment un système basé sur l'éolien, le solaire et les batteries. On a l'impression d'ailleurs que là, c'est pas une question de gauche ou de droite, au bout d'un moment, c'est une question de rationnel et d'irrationnel. Exactement. Avec un reporter, avec Laure Noualat, a écrit un livre, une enquête, le nucléaire va ruiner la France. J'ai pas participé au bouquin. Ah non, je t'informe qu'il y a du boulot qui se fait par ailleurs, et Laure Noualat a fait cette enquête, le nucléaire va ruiner la France, qu'on peut trouver dans toutes les librairies, où on analyse tout ce que tu viens de dire. Alors, et là, tu peux le dire dans le fil de la conversation, est-ce que tu es d'accord avec l'idée que le choix actuel en faveur du nucléaire par la France est mauvais pour l'économie française? Je pense que ça a une influence catastrophique. Parce que pour plusieurs raisons, en fait. Parce que ça immobilise des sommes qui sont phénoménales. D'ailleurs, pas seulement en France, mais il y a Hinkley Point C. Et maintenant, on a déjà engagé de l'argent, beaucoup d'argent, sur Sizewell C, qui est un projet qui doit suivre Hinkley Point. Et en fait, les durées de ces projets-là sont totalement irréalistes par rapport à la vitesse à laquelle change le domaine énergétique, en particulier en Europe, parce que il y a eu des retards, mais il y a aussi du rattrapage qui est en train de se faire. Tu ne réponds pas directement. Est-ce que c'est bon ou mauvais d'investir dans cette technologie qui a du retard, dont on ne maîtrise pas les plans, dont les coûts sont dépassés, alors que les autres pays industrialisés développent pour leur électricité le solaire, l'éolien? Mais si l'argumentaire qui est tenu en France, c'est de dire on est bas carbone à cause du nucléaire. Grosso modo, pour schématiser, en fait, quand on regarde à l'avenir, on est aujourd'hui dans une situation où on parle d'urgence climatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je dépense 1 euro, il faut que je baisse les émissions un maximum et il faut que je fasse ça vite. C'est-à-dire, c'est la combinaison entre le facteur économique et financier et le facteur de climatique dans la durée. Et si je dépense aujourd'hui 1 euro dans le nouveau nucléaire, j'aggrave le problème climatique.
Pour une raison très simple, parce que cet euro-là ne sert pas à améliorer la suffisance, l'efficacité énergétique, ce qu'on appelle demand response, ce qu'on appelle... je veux dire, il y a tellement d'options aujourd'hui qui existent. Le stockage est totalement sous-développé dans un pays comme la France, en Europe en général d'ailleurs. Donc, on ne peut pas le dépenser deux fois. Donc oui, c'est à la fois un investissement très douteux parce qu'on ne sait pas s'il va être jamais remboursé, mais c'est surtout c'est contre-productif par rapport à la question du climat qu'on prétend vouloir résoudre avec le nucléaire. Reporter, le média de l'écologie. Michael Schneider, pourquoi la classe dirigeante française, selon toi, qui a un regard français, tu connais très bien la France, tu y vis une large partie du temps, et en même temps, tu travailles avec des experts étrangers, tu passes un tiers de ta vie au Canada, aux États-Unis, tu voyages, tu discutes, et tu as un regard international aussi. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi la classe dirigeante française est aussi focalisée sur le nucléaire, malgré tous les défauts que tu viens de rappeler? Ça, c'est une autre émission, notre podcast. C'est d'une complexité inouïe, je pense. Et tout le monde qui a essayé d'y répondre en une phrase, je pense que se trompe. Je pense qu'il y a des motivations qui se trouvent d'ailleurs dans d'autres pays. Et il y en a qui sont spécifiques à la France. Si je commence à donner certains exemples, c'est vraiment des exemples. Je ne prétends pas de répondre de façon exhaustive à la question. La première chose, c'est qu'on voit, pas seulement en France, mais sur le plan international, un phénomène très curieux. À la fin de l'année 2025, ou au 1er janvier 2026, il y avait au total 66 réacteurs en construction dans le monde. 63 de ces réacteurs sont construits soit dans des pays détenteurs d'armes nucléaires ou sont mises en pratique, implemented, comment on dit, mise en œuvre. Mise en œuvre, en opération. merci, sont mises en œuvre, la construction a été mise en œuvre par des sociétés industrielles contrôlées par des États détenteurs d'armes. Par exemple, si Rosatom, comme entreprise d'État russe, construit en Égypte, c'est ce cas de figure d'une entreprise contrôlée totalement par l'État, comme EDF, totalement contrôlée par l'État français. 63 sur 66. C'est quand même intéressant. Les 3 exceptions sont 3 sites de construction en Corée du Sud. C'est les seuls. Sinon, tous les réacteurs tombent dans ce cas de figure. Pourquoi ? Quelle est la caractéristique? Et ça, c'est, comme j'ai dit, c'est un autre podcast. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? À part les armes nucléaires. Rien. J'en sais rien. Peut-être un manque de certaines règles démocratiques dans les prises de décision dans le secteur. Est-ce possible? En France? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est des questions qui se posent vraiment par rapport à ça. Et là, il ne s'agit pas du lien civil-nucléaire, civil-militaire, comme on le connaît, mais il s'agit, nous on a appelé ça les interdépendances, les interconnexions entre le civil et le militaire. Parce qu'il y a à peu près une dizaine d'années que les secteurs de défense se sont rendus compte que si le nucléaire civil se termine à travers la planète, ils auront un problème. Parce que ça voudrait dire que la totalité des coûts, comme l'éducation, la formation, la recherche, le développement, tout ce qui est installation de recherche qui coûte extrêmement cher, chaque réacteur de recherche, par exemple, devrait être dans le domaine financé à travers des budgets militaires, impossible. Donc, il fallait sauver
le nucléaire civil. Réellement, ça a été déclaré d'abord aux États-Unis, ensuite ailleurs. Et Macron l'a bien cité dans son discours de Belfort Absolument. en 2022, je crois. Ouais. Il n'y a pas de nucléaire militaire sans nucléaire civil et il n'y a pas de nucléaire civil sans nucléaire militaire. Mais il y a un véritable intérêt mutuel. Maintenant, il y a des raisons géopolitiques. On peut se poser la question, pourquoi l'administration Biden a lancé ce plan aux États-Unis, hein? aux États-Unis et a lancé à l'occasion de la COP28 à Dubaï cette initiative de tripler la capacité en fonctionnement nucléaire d'ici 2050 dans le monde. Pourquoi ils ont fait ça? Je sais pas. En fait, ce qui est intéressant dans les signataires, dans les premiers 30, il y en avait une vingtaine, ensuite une trentaine, aussi des pays comme la Jamaïque qui ne sont pas vraiment connus pour des grands programmes nucléaires, donc mais c'est de la géopolitique. Et la France a été très habile en Europe pour former des alliances, l'alliance nucléaire, hein, et c'est comme des rails. On peut mettre sur les rails autre chose. Une fois qu'on a une alliance, on se voit, etc. Et pour moi, la Russie, par exemple, quel est l'intérêt de la Russie de préfinancer des projets en Égypte ou en Turquie ou au Bangladesh? Qui lui coûte très cher quand même. Qui coûte extrêmement cher. Et peut-être la Russie est arrivée un peu à la limite de ce qu'elle peut faire financièrement. Mais c'est le meilleur moyen pour coller deux pays ensemble pour un siècle. Il n'y en a pas d'autres qui sont aussi... C'est de la colle extrêmement puissante. C'est ce qu'on appelle ça lock-in effect. C'est vraiment l'effet de verrouillage. Exactement. C'est de verrouiller le partenariat entre pays. C'est un moyen sublime. C'est un peu comme le projet chinois, le Belt and Road, la nouvelle... La route de la soie. De la soie, Belt and Road Initiative, version nucléaire. Sauf que la route de la soie, c'est des ports, c'est des routes, c'est du commerce. Exactement. Ça n'est pas le nucléaire et la Chine ne développe pas le nucléaire dans cette idée de verrouillage militaire et géopolitique. Alors c'est un peu paradoxal, mais on va pas... Tu as raison, ça mériterait en soi toute une discussion. Moi, ce qui m'amuse là, c'est que avec les EPR2 que la France ne sait pas fabriquer, je vois pas très bien comment elle pourrait verrouiller des partenariats avec d'autres pays. Elle a échoué en Slovaquie ou en Tchéquie et elle n'arrive pas à vendre ces réacteurs qui en plus n'existent pas. Mais c'est exactement un des problèmes. Par exemple, je prends l'exemple de la Slovénie. La France est allée... Slovénie ou Slovaquie? Slovénie. La France a proposé un réacteur EPR2 version 1200. Alors là, c'est sur la base d'un réacteur, un design qui n'existe pas, une version différente, ce qui est carrément un autre réacteur. La 1200, c'est différent de l'EPR qui, lui, a une capacité de 1600 MW. De l'ordre de 1600, donc, exactement. c'est pas la même machine. C'est pas la même machine. Et de dire, il aura que 3 boucles au lieu de 4, donc c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Donc, effectivement, on peut aussi poser la question autrement. Sur tous ces plans qui circulent dans différents pays, qui est réellement opérationnel pour construire? Et en fait, on a vite fait le tour. Il y a les Chinois. Il y a 2 entreprises chinoises, la CNNC et le CGN. Le problème pour eux, c'est qu'ils ont été blacklistés par le gouvernement américain. Si on est blacklisté par le gouvernement américain, il y a la moitié au moins de la planète qui est exclue. Donc, gros problème pour les Chinois. Les Russes, ils ont quand même un certain problème aujourd'hui. On n'a pas besoin de rentrer dans les détails. Sinon, il y a EDF, on en a parlé, et il y a les Coréens qui ont construit une seule fois à l'étranger, et c'était aux Émirats arabes. Et je peux t'assurer, c'est pas les mêmes conditions ni de travail, ni de bâti, ni de rien. Et pareil que ce qu'on trouve par exemple dans l'Union européenne. Et sinon, il y a personne. Il y a la technologie de Westinghouse
Mais Westinghouse l'a clarifié, ils ne prendront plus le risque. Ils ont fait faillite en 2017 à travers un projet de construction et aujourd'hui, ils font autre chose. Ils font de leur engineering, Mais ils veulent plus fabriquer de réacteurs. C'est pas eux qui prennent le risque. On va revenir en Europe et parler de l'Allemagne. L'Allemagne, quand on discute avec des nucléaristes, et ça m'est arrivé récemment, c'est une expérience assez surréaliste, l'Allemagne échouerait totalement dans sa politique énergétique et aurait un taux d'émission de CO2 beaucoup plus élevé qu'en France. Est-ce que tu peux nous dire, toi tu es une culture allemande et tu connais bien la situation en Allemagne comme en Europe, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que la politique énergétique de sortie du nucléaire allemande est-elle un échec et augmente-t-elle ou maintient-elle à un niveau élevé les émissions de gaz à effet de serre de l'Allemagne ? Non, c'est factuellement faux. On publie depuis 2000, je ne sais plus, peut-être 2015, un graphe qui montre la situation du mix électrique allemand en 2010, c'est-à-dire l'année avant Fukushima, qui a conduit à la redécision de sortir du nucléaire, parce que ça existait déjà en 2000, hein, les gens l'ont oublié, ça date pas de... Tout était en place, en fait. C'est pour ça que ça pouvait aller très très vite. On compare 2010 avec l'année en cours. Et ce qu'on voit, ce qu'on a vu continuellement, c'est qu'en fait, ce qu'a fait l'Allemagne, c'est de baisser les deux. C'est-à-dire, ils ont baissé sur toutes les catégories des énergies fossiles, le charbon, la lignite et le gaz, et ils ont surcompensé, évidemment, par les renouvelables de l'autre côté. Et c'est totalement vrai, je le dis tout de suite, que l'Allemagne a augmenté les importations d'électricité de France ces dernières années pour une raison extrêmement simple. On est dans une logique de marché. C'est une question de prix et non pas de capacité. C'est compliqué à comprendre, mais dans l'année 2022, on était dans un problème de capacité. Il y avait le problème du gaz. En Allemagne. En Allemagne, mais en Europe. En général, on avait un problème de gaz. C'était l'invasion russe de Exactement, qui a chamboulé tout. Mais ça tombait très mal pour le nucléaire français puisqu'il ne marchait pas. Donc, avec ce qu'on appelle un facteur de charge, c'est-à-dire si on compare à 100% nominal, c'est à peu près la moitié seulement qui était disponible en France. Parce que le parc connaissait un phénomène de corrosion sous contrainte ? C'est une cumulation. C'est toujours réduit au phénomène de corrosion auquel on ne s'est pas attendu. Mais c'est une cumulation parce que c'est déjà compliqué de faire la maintenance des vieux réacteurs. EDF a dit publiquement dans les auditions que la maintenance, l'OEM, la maintenance, le fonctionnement et la maintenance des réacteurs coûtent aujourd'hui 2 fois plus cher qu'il y a 10 ans. Donc, un doublement. Ça, c'était avant la corrosion sous contrainte. Mais ça montre la fragilité du système français. C'est-à-dire, la France, le système électrique a été sauvé par tous les voisins. Tous les voisins ont exporté du courant. De l'électricité vers la France. D'électricité. Mais tu ne réponds pas tout à fait à ma question, même si c'est très intéressant. Ok, j'entends. Mais l'Allemagne, est-ce que, une fois de plus, elle échoue dans sa politique de sortie du nucléaire? Est-ce qu'elle arrive à réduire ses émissions de gaz à effet de serre? Oui, elle continue à réduire ses gaz à effet de serre. À mon goût personnel, pas du tout suffisamment vite. Je ne dirais pas qu'elle échoue dans sa politique de sortie du nucléaire. Elle a échoué d'une certaine manière une partie de sa politique énergétique. Il n'y a pas photo. En 2012-2013, l'Allemagne était championne du monde par rapport à la connexion au réseau de photovoltaïque. Champion du monde avec 7 gigawatts. Aujourd'hui, la Chine fait plus de 300 gigawatts et l'Allemagne ils ont réaugmenté. Aujourd'hui, ils font 2 fois plus, mais entre-temps, on a tué
l'industrie allemande du solaire. Oui, ça avait été raconté dans Reporter, effectivement. Et c'est très étonnant, mais comment... Mais c'est vraiment, on l'a tué. Oui, tout à fait. On savait très, très bien, les conservateurs savaient exactement ce qu'ils faisaient en faisant un certain nombre de mesures qui ont conduit à la mort de l'électricité, de l'industrie solaire en Allemagne. Mais il y a d'autres On mettra caractères. l'article en question dans les commentaires. Pardon. Et d'autres... Il y a d'autres caractères qui sont très problématiques. Par exemple, on a essayé de mélanger du ultra centralisé avec du décentralisé. Il faut savoir que quand on regarde le fromage des capacités de production d'électricité en Allemagne, ça n'a rien à voir avec la France. C'est que il y a des parts, il y a plein de parts. Et donc, je donne un exemple. Il y a des coopératives énergie en Allemagne, à peu près 1 millier, qui sont des gros acteurs et des exploitants de parcs éoliens, de parcs. Alors qu'en France, on est très centralisé avec EDF et Enedis qui dominent tout. Voilà. En fait, les 4 grands, ce qu'on appelle les 4 grands en Allemagne, parce qu'il y a un peu les EDF en RWE, enfin, E.ON, RWE, Vattenfall et E.ON, et qui sont bâtis sur le style d'EDF. Pendant très longtemps, ils avaient 5% de la capacité renouvelable. Donc, eux, ils ont commencé très, très tard à vraiment faire ça. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on a mélangé du ultra-centralisé avec du décentralisé. Et ça, c'est pas bon. Ça conduit, par exemple, à des parcs offshore gigantesques. Et on dit maintenant, il faut doubler le transport d'électricité vers le sud de l'Allemagne. Peut-être il faudrait réfléchir à reconstruire le système de distribution d'électricité. Et même en France, on ne se rend pas compte. Tu sais combien de producteurs d'électricité il y a en France? C'est un test, j'ose pas dire parce que j'ai peur de dire des bêtises, donc non, je ne sais pas. C'est étonnant, plus d'1 million. On a dépassé le million. L'autonomie si j'ai une maison solaire, par exemple, je suis un producteur d'électricité. Mais bien sûr. Et il y a maintenant plus d'1 million de producteurs d'électricité en France. Comme en Espagne, il y en a énormément aussi, l'autoconsommation. Ce qui est extraordinaire. Et vu le phénomène qu'on a par ailleurs, avec les batteries, on verra des changements dramatiques. Dramatiques au sens des changements très, très importants. Vraiment structurels. Et on a ce qu'on appelle behind the meter, derrière le compteur. On a vu à très grande échelle, à échelle nationale, plusieurs exemples. Le premier qui était connu, c'était le Pakistan. On s'est rendu compte que le Pakistan, avec une augmentation de l'activité économique, avait une baisse de consommation d'électricité. On n'arrivait pas à expliquer ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont importé en une seule année plus de 20 gigawatts de panneaux solaires. 20 gigawatts! C'est pour dire que la France a en dessous de 30 gigawatts. Le Pakistan a importé, d'où, on le sait très bien, la Chine, évidemment, mais à des prix qui sont imbattables, et plus de 20 gigawatts, et c'est derrière le compteur, c'est-à-dire c'est pas couplé au réseau. Et donc, il va falloir se méfier des statistiques à l'avenir, d'autant plus qu'il y a de plus en plus d'exemples. Maintenant, on en connaît en Afrique. L'Afrique du Sud a un phénomène similaire. Il y a des pays en Amérique du Sud. Donc, ça devient un vrai phénomène à observer derrière le compteur. En fait, j'avais des questions à te poser sur le passé, mais je vais encore te les poser. On va essayer d'aller vite, relativement vite, bien sûr. Après, on finira là-dessus sur ce que tu es en train de nous raconter, la révolution énergétique dont tu parlais. Mais quand même, 2 points. Les nucléaristes disent, regardez, aux États-Unis, on peut prolonger les réacteurs nucléaires 60 ans, voire 80 ans, voire 100 ans. Est-ce que ça te paraît réaliste de dire ça? Non, en fait, j'ai vu ça. Et en fait, c'est un exemple classique de désinformation. Parce que ce qui s'est fait, en fait,
c'est des renouvellements d'autorisation. Ça n'équivaut pas fonctionnement. Je veux dire, si un réacteur a aujourd'hui 50 ans, il fait sa demande de renouvellement à partir de l'âge 60 pour pouvoir avoir une autorisation de fonctionner jusqu'à 80 ans, ça ne veut pas dire qu'il va fonctionner jusqu'à 80 ans. Et ce qu'on a vu comme historiquement jusqu'à maintenant, ces dernières années, il y a une flopée de réacteurs qui ont été fermés aux États-Unis pour des raisons économiques. Et puis, il y a eu des prolongements qui n'avaient pas été prévus, c'est-à-dire c'était prévu de fermer un certain nombre de réacteurs pour des raisons économiques. Et puis, les États, individuellement, et maintenant, sur le plan fédéral, on a mis du cash. C'est-à-dire, en fait, on subventionne des réacteurs qui sont absolument pas économiques et qui, pour moi, selon exactement le même schéma que j'ai expliqué avant, c'est-à-dire 1 euro dépensé pour la prolongation de réacteur, qu'est-ce que je peux en faire? J'ai des options et il faut que j'utilise l'option qui est la plus efficace en termes de baisse d'émissions. C'est pas celle du nucléaire. Et dans la durée. Et je suis à peu près certain que si on fait l'analyse réacteur par réacteur, c'est comme ça qu'il faut la faire. Il ne faut pas moyenner sur le parc. EDF refuse de faire ça. Hein? Il n'y a pas de chiffre réacteur par réacteur en France. Je trouve ça assez inadmissible. Moi, j'étais toujours un défenseur de l'accès à l'information. Pour moi, ça en fait partie. Il faut, pour pouvoir donner aux politiques des moyens de décider en connaissance de cause, avoir une analyse réacteur par réacteur. Et ça montrerait aussi... Mais moi, ma question, elle était un peu bête quand même si c'est très important ce que tu viens de nous dire en termes économiques. Mais est-ce que des réacteurs peuvent aller sans problème de sûreté jusqu'à 80 ans? Personne ne le sait. Personne ne le sait, et ça dépend de tellement de facteurs, ça dépend il y a quand même des composantes qui sont irremplaçables. La cuve du réacteur est calculée pour une certaine irradiation qui a des conséquences sur la stabilité des réacteurs, des cuves. Et il y a d'autres composants comme le béton. Le béton n'a pas une durée de vie éternelle. Donc, on ne le sait pas. On ne sait pas dans quelles conditions et si c'est imaginable. Ce que je dis très clairement, c'est que aux États-Unis, moi, je suis très étonné. Parce que si EDF dit ils ont doublé les coûts en 10 ans, l'industrie de maintenance et de fonctionnement, les Américains prétendent, l'industrie américaine prétend qu'ils ont baissé tous les ans les coûts de maintenance et de fonctionnement. Ça, c'est extraordinaire, puisque ils ont maintenant un âge moyen de 44 ans. Ça veut dire qu'entre l'âge 34 et 44, on a baissé les investissements. Ça, c'est extraordinaire. Alors, je ne sais pas s'il faut être vraiment expert en la matière, mais si j'ai une voiture qui a 30 ans, elle me coûtera plus et normalement, il faut que j'investisse plus pour la garder sur la route que si c'est 20 ans et encore plus quand c'est 40 ans. On est en 2026, il y a 40 ans, il y a eu l'accident de Tchernobyl. Est-ce que ce vieillissement des réacteurs qui est à l'œuvre ne crée pas des possibilités à nouveau d'un accident important dans le monde, quelque part? On n'est pas, je veux dire, même l'autorité de sûreté nucléaire française a toujours dit qu'un accident grave n'est pas à exclure. C'est toujours possible. Quand je donne l'exemple américain, c'est justement pour dire, moi, je serais un peu inquiet, non? Sans rentrer dans les détails, sans être expert. Inquiet par le vieillissement des réacteurs. Ben oui, et le vieillissement accompagné d'un manque d'investissement. Donc, soit, il n'y a que deux possibilités. Soit ça conduit effectivement à un grave problème technique, soit il y a un mur d'investissement à un moment donné. Ça, c'est clair aussi. Et on arrêtera. On a commencé cet entretien en te demandant est-ce que le nucléaire est un secteur d'avenir pour la politique énergétique? Je crois qu'on a eu la réponse, donc je ne vais pas la redonner. Mais
Maintenant, tu nous as aussi parlé de révolution énergétique pour l'avenir. Alors, ça serait quoi, selon toi, la révolution énergétique, même si tu nous as donné quelques bribes au cours de cet entretien? Ben, moi, souvent, je me suis demandé pourquoi tout va toujours mal. Pourquoi on n'a pas de pays aujourd'hui où on peut dire, regardez là, ils ont fait exactement ce qu'il faut faire. Et l'Allemagne est un exemple typique. Hein. On compare toujours la France et l'Allemagne, mais c'est pas pour donner l'Allemagne en exemple. Ce sont deux cas différents. Point. Et moi, je pense qu'il y a un problème fondamental de la discussion de politique énergétique. C'est qu'on parle de kilowattheures, on parle de barils de pétrole, on parle de mètres cubes de gaz. Mais je ne peux pas me mettre à côté d'un baril de pétrole et ça chauffe. Je veux dire, en fait, le besoin qu'il y a, c'est des services énergétiques. Et les services énergétiques, c'est quoi? C'est la nourriture cuite, c'est le chaud et le froid, c'est la lumière, c'est la communication, c'est la mobilité et c'est la force motrice. Si tu penses à ta vie, tout ce qu'il y a à faire à l'énergie rentre dans une de ces 6 catégories. Il n'y en a pas d'autres. Ça permet vraiment à regarder où va l'énergie. Et ce qui est capital, c'est qu'on chauffe les gens, qu'ils ont de la nourriture cuite, qu'il y a de la lumière, etc. Pas d'avoir des kilowattheures. C'est pourquoi je me suis toujours battu contre des termes comme l'électrification rurale en Afrique. À quoi servent des kilowattheures qui sont amenés quelque part si les gens n'ont pas l'argent pour les payer? Donc, ce qui est capital, est-ce que c'est quelque chose qui conduit au service? En France, on trouve normal, maintenant, il y a des inondations, on trouve normal qu'il y a des centaines de milliers de foyers qui n'ont pas de courant. On trouve ça normal. Pas moi. On est au 21e siècle. Je trouve que c'est inadmissible que les gens n'ont pas accès aux services énergétiques, à avoir chaud, avoir à manger. Et ça serait quoi? Parce qu'il n'y a pas d'électricité de panneaux solaires sur Par exemple, les toits des maisons? Exactement. Pourquoi Mais quand pas? il pleut beaucoup, il n'y a peut-être pas de soleil, donc ça ne marcherait pas? Si, ça marcherait toujours. C'est comme la notion d'intermittence, elle est aussi qu'à moitié vraie. Par exemple, le solaire est une vraie énergie intermittente, puisqu'il y a 0 la nuit. Pas l'éolien. Et quand on regarde l'éolien et le solaire, ils sont déjà extrêmement complémentaires d'un point de vue saisonnal. Mais moi, je parle du service rendu. Et pour moi, on peut aujourd'hui, avec 2 panneaux solaires et une batterie dans la peut-être là-bas où c'est inondé, pas dans la cave, mais peut-être en haut. Hein, on peut avoir les services minimums qui sont garantis pour les gens. On peut être sûr que les congélateurs, tout n'est pas pourri après 3 jours à jeter. Je trouve ça inadmissible qu'on en dise toujours. Ce que tu nous dis, si je comprends bien, c'est que la révolution énergétique, ça passe par se poser la question différemment, en s'intéressant aux services énergétiques et donc en analysant les besoins et en voyant comment on peut répondre à ces besoins. Et là, il y a des nouveaux moyens de production d'énergie ou d'électricité, en tout cas, le solaire, l'éolien et puis des batteries qui permettent d'accumuler de l'électricité, de la stocker en partie et qui vont permettre de réguler tout le système. C'est extraordinaire. On dit toujours à la télé, j'ai entendu récemment, l'électricité ne se stocke pas. C'est extraordinaire. Juste pour donner un ordre de grandeur, ce qu'on a fait au Texas, c'est on a eu des situations où des batteries connectées au réseau ont livré au réseau 2 fois plus d'électricité que 4 réacteurs nucléaires qui fonctionnent dans l'État du Texas. Je ne parle pas capacité, je parle électricité livrée au réseau. Ça, c'est la réalité aujourd'hui. Et les batteries sont en train de absolument prendre un envol phénoménal. Pour fixer les ordres de grandeur, la Chine était en retard, curieusement, pour les
Pas les batteries voitures, ils sont tout devant. Mais les grandes batteries connectées au réseau, ils avaient 30 gigawatts en 2024, mais en 2023, ils ont doublé l'année d'après, et puis ils sont à 100 en 2025. On n'a pas exactement les chiffres, mais ce sont des ordres qu'on a. Donc ça explose. Et la même chose va se passer dans d'autres parties du monde, y compris en Europe. Donc, je répète, moi, ma question, c'est que qu'est-ce que EDF va vendre d'ici très peu de temps? Puisque ça se passe maintenant. Et on est dans une logique européenne. On n'est pas dans une logique nationale. Et on a déjà vu que le nombre d'heures où le prix sur le marché de l'électricité, les prix sont négatifs, a explosé ces 2-3 dernières années. Mais négatif, c'est juste l'extrême. Quand le prix baisse en dessous du minimum viable pour les coûts de fonctionnement des réacteurs français, il y a un problème. Et ça... On a un problème avec le nucléaire en France. Moi, je pense que le problème il est déjà là. Je trouve assez stupéfiant à quel point, tout d'un coup, les problèmes de modulation des réacteurs deviennent un sujet, alors que ça fait des années qu'on le voit venir. En France, on construit aussi du solaire. Et on sait très bien que d'ici 15 ans, on ne va pas rajouter quoi que ce soit d'autre que des renouvelables. Ça, on le sait. Si on fait du nucléaire ou non pas, de toute façon, il n'y a pas d'option à court terme par la voie nucléaire. Merci Michael Schneider. Grand plaisir. Merci pour l'invitation. Reporter. Le média